on est trop contente que cet épisode soit sponsorisé par Oli. Mais alors Oli, qu'est-ce que c'est ? C'est une alternative saine au soft drink qui va être sans sucre, peu calorique, 100% vegan et sans arôme artificiel. Pour notre part, on a testé les gammes Boost, Et hydratation, mais ils proposent aussi des gammes plus gourmandes comme les milkshakes. qu'on n'a pas goûté mais qui ont l'air très bons. Ouais, de ouf. Et ce qu'on a adoré, c'est vraiment le large choix de goût, parce qu'avec Isaline, on n'aime pas du tout les mêmes choses. C'est clair. Et on a trouvé notre bonheur vraiment assez facilement toutes les deux. Si comme moi, vous consommez beaucoup de boissons énergisantes pour calmer votre TDAH, honnêtement, c'est vraiment une meilleure alternative. En plus, c'est des gros formats, et dans un format comme ça, il y a environ 50 portions, ce qui fait que ça vous revient à 80 centimes la portion, ce qui est vraiment ultra économique. C'est clairement moins cher que les autres boissons énergisantes. C'est clair. Vous allez le voir, on va déguster leurs boissons tout au long de l'épisode. Et franchement, on a trop kiffé. Ouais, on s'est régalé. Ouais. Et du coup, on a 2 codes promo pour vous, pas un, mais 2. Waouh. Le premier, c'est YouAll 5. C'est 5 € de réduction si c'est votre première commande sur Oli. Et le deuxième, c'est juste YouAll et c'est moins 10% sur toutes les commandes que vous allez faire si vous êtes déjà client chez Oli. Tout en majuscule, le code. Oui, tout en majuscule. Et sur ce, on vous souhaite un bon épisode. Bonne écoute. Et coucou. On espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de YouAll, l'avant-dernier de la saison Ouais, 3. déjà, ça passe trop Ouais. vite. Je suis trop contente qu'on se retrouve pour cet épisode. React anecdote, comme un peu l'entièreté des épisodes de la saison. Et du coup, aujourd'hui, on va réagir ensemble à des anecdotes, De vos anecdotes au travail. tout en sachant, comme d'habitude, on ne connaît pas les anecdotes, on les découvre en direct avec vous. Et on y réagit avec ce qu'on peut, comme Et on veut. avec Et avec Soja, Soja qui qui- fait du roule-boule, Qui est là. en pleine sieste, vraiment. Là, elle a tout donné aujourd'hui, donc elle est épuisée. Quoi. Ouais, là, elle a trop travaillé, là, c'est elle, en fait, qui nous prépare les anecdotes, donc là, c'est sa pause syndicale, là, clairement. Vous êtes prêts? Prêts? Bah attends, on n'a pas fini. Toi, tu veux trop aller vite vers les anecdotes? Mais quoi, tu veux dire quoi? Bah, petit rappel que on réagit aux anecdotes toujours de manière bienveillante, pas dans le jugement, même si parfois on a envie de juger, mais Moi, je juge. non, c'est pas vrai en plus. Tu juges pas? Dans mon cœur, je juge. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Mais bref, toujours avec un maximum de bienveillance et toujours avec nos deux postures, voilà, si on peut et si ça s'y prête. Donc, let's go, c'est parti? Ouais, tu veux commencer? Non, je commence. Vas-y, commence. Allez. Les anecdotes sont un peu longues, hein, là, je te le dis. Il y a 4 pages d'anecdotes. Hein. Oh là 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 là, c'est parti, Ok. vas-y. Anecdote 1. J'aimerais bien déjà que Floki arrête de me lécher la main. C'est bon? T'as fini, Nathalie? T'as fini, Nathalie? Nathalie, c'est son petit surnom. Voilà. Ouais, c'est son surnom corporate, justement. Quand on est au boulot, elle s'appelle Nathalie. Ouais. Nataloche. Alors, je travaillais à Amsterdam, dans une entreprise qui louait des vélos. Très original pour Amsterdam. Un De jour ouf. de janvier, 2 femmes rentrent pour louer 2 vélos pour la journée. Toute notre conversation se fait en anglais, mais au moment où j'ai demandé un service à mon collègue pour l'un de leurs vélos, je me suis adressée à lui naturellement en espagnol comme on en avait l'habitude. De là, les 2 touristes ont switché en espagnol avec moi, car bien qu'elles soient américaines, leur langue natale était également l'espagnol. La journée passe, elles reviennent pour rendre leur vélo et me demandent si le pot à pourboire on le divise tous les jours ou bien si ça reste pour la boutique. Il se trouve que c'est la deuxième option, donc l'une me glisse un billet et me dit « Vous irez boire un verre avec votre collègue ». Un peu gênée que le geste soit si direct, je les ai invités à se joindre à nous, car le feeling était bien passé. On a échangé nos numéros, on s'est donné un point de rendez-vous et 1 heure pour le soir même. Je suis sûre que ça va finir en mode... elles vont finir ensemble. Non. On a bu des verres tous les 4 et quand mon collègue est parti, elles m'ont demandé si j'étais déjà allée dans la rue gay de la capitale néerlandaise. Car oui, ces 2 jeunes femmes étaient ensemble. Y aller oui, mais dans un des bars jamais. Donc nous sommes allés toutes les 3 dans un bar gay pour profiter de la suite de la soirée. C'était la première fois que j'osais passer la porte d'un bar de la communauté. Je me suis sentie bien entourée par ces 2 clientes venues de l'autre côté de l'Atlantique, à la recherche d'un endroit safe pour construire leur famille ensemble, et qui sont devenues aujourd'hui des amies. Oh non, je suis déçue. Merci pour cette rencontre incroyable qui m'a permis d'explorer davantage ma queerness. Bah c'est trop bien, en Trop vrai. déçue. Moi je m'attendais à un truc genre ça allait finir en plan A3 et tout, trop Ah, stylé. mais toujours plus. Ça aurait été dans les anecdotes sexo, ça. Bah pas forcément, genre, c'est au travail, grâce au travail, tu vois. Ah, je m'attendais à un truc de ouf. Mais comme trop ça. cool, en tout cas, la rencontre, genre au boulot. Ouais, inédite. Ouais, bah trop bien. Si en plus, ça lui a fait rencontrer des amis, que ça lui a permis d'explorer sa queerness, franchement, c'est trop chouette. Ouais, Ah c'est trop bien. Mais moi j'oserais jamais proposer à des clients comme ça d'aller boire un verre et tout. Enfin, je suis pas du tout. Tu vois. T'es pas sociable. Ouais, c'est vrai. J'aime pas les gens. Donc, Mais Toi, t'oserais faire ça? ouais, si le courant il passe bien, ouais, je pense. Après, comme elle disait, genre le courant était bien passé, machin et tout. Elle parle la même langue.
machin. Donc il y avait un truc, je pense, aussi bah, c'est plus facile d'avoir un feeling avec une personne si tu parles dans ta langue natale. Alors je sais pas du coup si la personne qui raconte l'anecdote, l'espagnol, c'est sa langue natale, mais probablement. J'imagine, ouais. Mais du coup, je pense que forcément, de parler la même langue et tout, ça rapproche, ça met une sorte de confort un peu genre direct, quoi. Et en plus, si bah il y avait une bonne vibe et tout, franchement, trop bien. Ouais, c'est cool. Ouais. Trop bien. J'ai pas plus à dire, on va dire, en termes de réaction, mais... Bah si, du coup, là, ce serait de dire aux gens, bah allez-y, n'hésitez pas à proposer des choses aux autres, quoi. Ouais, carrément. Ça amène parfois à des belles choses. Le contexte du travail, c'est pas forcément une barrière pour... qui doit vous empêcher de proposer des choses. S'il y a un bon feeling, bien sûr que vous avez le droit de faire ces choses-là, dans la limite du respect de la personne, et effectivement, dans une hiérarchie au sein même du travail, je sais pas trop si c'est autorisé, je crois pas. Je sais pas trop. Il y a plein de contextes dans lesquels ça l'est pas, tu vois. Ah ouais. Bah oui, un prof à un élève va pas lui proposer d'aller boire un verre, quoi. Mais d'accord, oui. Mais il y a plein de contextes dans lesquels les relations hiérarchiques sont interdites. En soi, il me semble. Ouais, c'est vrai. Genre un avocat avec un client, tu vois, genre... Je sais pas si c'est interdit, mais en tout cas, c'est pas déontologique, hein. pas Genre un psy avec un patient, tu vois, genre c'est ouais, pas... C'est pas on dirait rien. Bref. On en connaît qui... on parle pas de Isaline. Non. Mais on en connaît, bon, qui ont fini avec leur psy, quoi. Hein, et qui adorent les psys, hein, de manière générale. Voilà. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on a déjà eu cette discussion. Pourquoi t'es mort de rire ? Je sais pas, ça me fait rire. Bref. On a déjà eu cette discussion. C'est que, en vrai, tu peux pas refouler des sentiments pour quelqu'un ou une attirance pour quelqu'un. Non, bien sûr. Tu vois, là, par exemple, si on prend l'exemple d'une psy avec ses patients ou patientes, si tu tombes amoureuse de ta patiente ou que tu as une attirance pour elle, etc., c'est quelque chose que tu peux pas refouler. Non, il faut en parler, voilà. arrêter la relation thérapeutique. Oui, voilà. Après, tu t'en fais ce que tu en veux, mais il faut être honnête, il faut en parler, et il faut ensuite arrêter la relation de psy-patient, c'est tout en fait. Oui, voilà, c'est pas grave. Et évidemment, ce que je dis, c'est que c'est pas grave. Et comme tu disais, bien sûr qu'on ne refoule pas, on peut pas contrôler des émotions, par contre, on peut en parler. Et je pense que dans plein de contextes, on doit en parler. Oui, parce que tu vois, tu disais, un avocat avec son client et tout. En vrai, si tu tombes amoureux de ton client, tu vois, tu peux rien. J'ai pas dit que tu pouvais pas tomber amoureux, je dis que t'avais pas le droit de créer une relation. Je pense que t'as le droit, mais c'est juste que déontologiquement, bah non, du coup. Éthiquement, c'est pas. T'as des codes. T'as des codes de déontologie, t'as des codes comme un médecin avec son patient, c'est interdit par le comment on appelle ça ? Le code des médecins. Ouais, la Bible des médecins. Non, pas la Bible. Le code des médecins, c'est le code. Ça s'appelle pas la Bible. C'est le code des médecins. Ah ouais, c'est pas ça ? Je crois, oui, le code. Le serment d'Hippocrate, voilà, ça, je cherchais le nom. Ouais, bah lui, c'est un peu comme Freud, hein, des fois. Ouais. Je sais pas, bref, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, donc oui, c'est pas une question de. On peut pas contrôler ses émotions, etc. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on change la relation initiale qui est une relation c'est beau. professionnelle. Tu sors pas avec une psy, toi ? Mais moi, je t'ai jamais consulté, genre. non, mais dans le sens où c'est grave bien ce que t'as dit là. Ah oui. Ah ouais, bah peut-être. Hein. Donc voilà, bref, tout ça pour dire, moi je suis quand même un peu déçue que ça se soit pas fini en. Ouais. À la fin, mais contente pour toi que tu te sois fait des amis queer parce que grave. Les gens queer c'est les meilleurs. Et Amsterdam, c'est une great ville. Pourquoi je dis une great ville. C'est pas du tout comme ça en allemand. C'est une bonne ville. Ouais, une chouette ville en vrai, Amsterdam en plus. Pour les personnes queer, en vrai. Ouais, la Pride d'Amsterdam apparemment a l'air incroyable. Ok, deuxième anecdote, vous êtes prêtes ? Anecdote 2, on va y arriver. J'étais en BTS en alternance. Le responsable du bureau trouvait que j'étais trop lente. Il m'a envoyé chercher de l'Arcalion à la pharmacie et m'a servi un café alors que le type est un connard fini et n'est pas apprécié du tout des collaborateurs. J'ai eu un instinct qui m'a dit « ne le bois pas ». J'ai jeté le café, au fond de la tasse, il y avait un comprimé. Mais c'est quoi l'Arcalion ? Je sais pas. J'ai changé de société, dans ma tête, j'étais en danger. Alors je sais pas ce que c'est l'Arcalion. On va chercher sur internet, hein. Encore une fois, internet est notre ami. La vitamine B1, elle est utilisée comme psychostimulant non amphétaminique, notamment en cas de troubles de la mémoire et de l'anesthésie. Ouais, donc c'est un truc genre... Asthénie. C'est un truc bien costaud quand même. Ouais, c'est un truc genre pour te booster, quoi. Quand t'as un peu mou du genou. Ok. Bah déjà, en fait, même si c'était que des vitamines, le mode opératoire, il est hyper chelou, genre. De mettre un comprimé dans un café... Enfin, c'est vraiment vibe d'agresseur, vibe de personnes qui... Ah, ça me hérisse le poil. Qui droguent les gens, quoi, basiquement. Enfin, c'est vraiment... c'est un move terrible. Et donc, effectivement, t'as bien fait de partir, t'as bien fait de... Enfin, clairement, c'est...
tu disais, je me sentais comme en danger, mais à juste titre. Bah, tu l'étais en fait. Tu l'étais clairement, en fait. Enfin, ce mode opératoire-là, c'est tellement un mode opératoire d'agresseur, quoi, en fait. Enfin, c'est... En fait, ce que je comprends pas, c'est que là, le mec, au lieu de juste avoir une discussion avec cette personne pour savoir comment faire pour améliorer sa productivité et faire en sorte que potentiellement elle travaille plus rapidement si c'est ce qu'il souhaitait, tu vois. Je sais pas, discute-en avec ton alternant ou ton alternante, va trouver des solutions. Peut-être que c'est les tâches que cette personne effectue qui lui plaisent pas et que tu peux trouver d'autres choses à lui donner à faire qui l'intéressent mieux, ou alors juste peut-être que cette personne travaille moins vite que toi et c'est aussi genre ok, on a tous des rythmes différents, quoi. Mais surtout, la personne, elle est en alternance. Donc, en fait, ça n'est pas un salarié normal. Là, une personne en alternance, c'est une personne qui est en formation. C'est normal qu'elle n'ait pas un rythme de travail qui soit le même que les salariés classiques qui, eux, sont déjà sortis du cycle d'apprentissage et, en fait, ont toutes les compétences pour faire les tâches, normalement, qui sont données, j'imagine, aux salariés, en fait. Enfin, de dire que quelqu'un travaille trop lentement alors que quelqu'un est en formation, déjà, moi, ça me paraît... Enfin, bien sûr qu'il y a des personnes qui ont des rythmes différents les uns des autres, mais en fait, une personne en formation, c'est normal qu'elle soit plus lente que les autres. Oui, mais alors, je vais faire l'avocat du diable. Pour moi, avoir une boîte et des salariés, j'en ai eu certaines en stage, par exemple, qui vraiment n'avançaient pas, tu vois. Genre... Oui, et en fait, il y a aussi une différence entre quelqu'un qui est en formation, en apprentissage et qui va du coup mettre plus de temps que moi, par exemple, pour faire une tâche, et quelqu'un qui est vraiment très lent dans sa manière de travailler parce que, pour plein de raisons, hein, ça peut être parce que le travail ne l'intéresse pas, parce que cette personne est juste lente, c'est aussi possible, tu vois, parce qu'elle n'a juste pas envie aussi, tu vois, et il y a quand même une sacrée différence. Alors là, on ne sait pas le contexte, etc. Mais je peux comprendre que parfois, en tant que supérieur, tu te dises, cette personne ne travaille pas très rapidement, tu vois. Je l'ai déjà vécu, donc... Oui, bien sûr, mais toi, qu'est-ce que tu as fait dans ces moments-là ? Bah, tu as parlé à la personne, tu as essayé de comprendre, tu as essayé d'apporter aussi des modifications, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si une personne qui travaille, elle est lente, moi, la première question que je me pose, c'est pas qu'est-ce que ça dit d'elle, c'est qu'est-ce que ça dit de moi et de mon entreprise. Est-ce que les tâches que je lui donne, elles sont appropriées, elles sont adaptées. Ouais, est-ce que la personne, je me suis assurée... Oui, c'est ça. Que je me suis assurée qu'elle a bien compris ce qu'elle doit faire. Est-ce que la personne, comment est-ce qu'elle a l'air de se sentir ? Comment est-ce qu'elle est socialement avec les autres employés ? En fait, avant toute chose, qu'est-ce que ça dit de moi ? Et ensuite, si ça ne dit rien de moi, parce qu'effectivement, ce que je lui donne à faire, c'est adapté à son niveau de compétence, que c'est varié, que c'est chouette, que machin, bah là du coup je vais me dire ok, qu'est-ce que ça dit d'elle ? Oui, ça je comprends, mais ce que je veux dire c'est que je fais un peu l'équilibre de ça peut aussi être vraiment quelque chose qui peut être je sais pas comment expliquer, mais voilà, propre à la personne, et effectivement quand tu embauches quelqu'un, même en alternance, etc., tu t'attends à un minimum de travail qui est fourni, tu vois, malgré tout, parce qu'il y a un salaire qui sort, même si le salaire est... Oui, bien sûr. Voilà, donc tu t'attends à un minimum de productivité versus le salaire que tu verses à la personne. Et donc, effectivement, quand une personne est vraiment très lente pour des raisons qui sont externes à toi et à ton entreprise, ça peut être très frustrant aussi, tu vois. C'est pas une raison pour droguer cette personne, hein. Attention. Ah non, mais on s'entend, évidemment. Genre, voilà, faites pas ça. Mais je peux comprendre. Mais encore une fois, comme je disais du coup au début, dans ces cas-là, juste tu discutes avec la personne et t'essayes de trouver des solutions pour que cette personne se sente mieux et mieux accompagnée et qu'elle puisse du coup travailler plus rapidement parce que tu lui as apporté les clés pour, tu vois. Et si la personne, pour des raisons qui lui appartiennent, n'est pas capable de travailler plus rapidement, ce qui est ok fondamentalement, bah c'est simplement que c'est peut-être pas le type de poste qui est adapté à ses compétences et à ses besoins, et c'est grave ok. Moi, en tout cas, moi, dans là, ce qu'on discute, je suis pas du tout en train de dire que le fait de travailler lentement, c'est un problème. Non. Ça peut l'être sur certaines tâches. C'est-à-dire qu'effectivement, si je travaille dans un endroit qui me demande de réaliser 50 tâches par heure et qu'en fait, je suis capable que d'en faire 30, bah, c'est que le poste n'est pas adapté. C'est que le poste n'est pas adapté à mes compétences et à ma propre structure interne, ce qui est hyper ok. Il faut juste admettre, comprendre et du coup aller chercher plutôt des choses qui vont être dans mon domaine de compétences. Et puis, enfin, moi, j'ai aucune capacité d'organisation. Je vais clairement pas travailler dans des postes qui sont organisationnels. Genre, je confirme. Genre, vraiment, ça n'aurait... Et puis, en fait, et du coup, si je me mets à travailler dans des postes organisationnels, je vais être constamment mise en échec, en fait. Et c'est terrible. Alors que
je suis pas une personne incapable de travailler. C'est juste pas mon niveau de compétence. Et du coup, ça me fait penser un peu à tu sais, une phrase qui était un peu genre, qui a été un peu populaire pendant un temps. C'était un truc comme si on demande à un poisson de grimper un arbre, il pensera toute sa vie qu'il est nul. Alors qu'en fait, juste il a pas de pattes, quoi. Juste le fait de grimper un arbre, c'est peut-être pas une compétence pour un enfin une tâche bien pour un poisson, tu vois. C'est clairement pas une tâche bien pour un poisson, oui. Donc voilà, c'était un peu sur ça que je voulais terminer, c'est-à-dire que c'est pas fondamentalement un problème d'être plus lent que les autres. C'est juste que ça demande de re-questionner les tâches et aussi de les aménager. Ouais. Et ça, bon, les entreprises, les aménagements de tâches par rapport aux spécificités de chacune, c'est encore un peu compliqué. Les grosses entreprises n'ont pas une vision très inclusive du travail, mais il y a des personnes qui vont être plus lentes parce qu'elles doivent trouver des stratégies de fonctionnement qui leur sont propres, et on doit pouvoir leur donner accès à des stratégies à des aménagements qui leur permettraient peut-être d'être plus rapides. C'est juste qu'il faut comprendre quoi, comment, et puis il faut le mettre en place. Il faut le mettre en place, ce qui n'est pas toujours possible. Elle a fait que bouffer les fils. À la vidéo, si vous me voyez me battre avec Soja, vous promis, je la maltraite pas. C'est juste elle est en train de manger les fils. Elle mange des fils des micros, ouais. Donc c'est un peu embêtant, quoi. Ok, anecdote suivante. Let's go. Elle est longue, celle-là. L'année dernière, comme j'avais pas mal de temps libre avec mon emploi du temps, j'ai cherché un job étudiant. J'ai trouvé un poste de serveuse dans un brunch à côté de chez moi uniquement le dimanche. L'équipe était sympa, mais ma patronne, c'était une autre histoire. Lunatique, passive-agressive, un jour adorable, le lendemain insupportable. J'avais 18 ans, c'était mon premier vrai job, donc je voulais bien faire, sauf que mes collègues, eux, faisaient 35 heures par semaine, alors que moi, j'étais là qu'une fois par semaine. Forcément, j'avais du mal à être aussi rapide et efficace qu'eux. Ma patronne avait 28 ans et l'équipe était surtout composée de jeunes. Un jour, elle a regardé mon compte Insta et elle a vu que je faisais du contenu chant. À partir de là, dès que je faisais une erreur, elle me balançait des remarques comme « Bah alors, la chanteuse, on sait pas mettre des couverts ?» ou encore « T'as pas de neurones ou quoi ?» Une fois, elle a même tenté de s'excuser, mais en mode manipulation. Tu sais, Nathalie, on te paye comme tout le monde... Je vais appeler tout le monde Nathalie. Le prénom a été modifié. Tu sais, Nathalie, on te paye comme tout le monde ici. Puis un jour, en plein cours, elle m'appelle pour me demander de démissionner. Sur le moment, je me suis sentie tellement nulle que j'ai accepté. Heureusement, mes proches m'ont vite fait comprendre que ce n'est pas normal. J'ai donc demandé un rendez-vous pour discuter, et là, elle m'a sorti tout un tas d'excuses. C'est trop de paperasse, je suis enceinte et si je prends des étudiants, c'est pour leur donner une chance, tes collègues se plaignent de toi, tu n'es pas une bonne serveuse, et même je suis fatiguée, comme si c'était une justification pour me virer. Au final, j'ai refusé de démissionner et on a dû passer par une rupture conventionnelle. Pendant mes derniers jours, elle m'a envoyée à la plonge, un poste que je n'avais jamais fait. Mais j'ai dead ça. You go girl. Cette expérience m'a beaucoup fait douter de moi, mais avec du recul, je réalise que le problème, ce n'était pas moi. C'était clairement pas toi le problème, effectivement. Clairement. Je pense qu'il y a un truc dans la restauration. Déjà, dans le milieu du travail, tu vois, il y a beaucoup de problématiques d'abus des patrons envers les salariés et tout. Mais je trouve que dans la restauration, c'est vraiment un milieu... Enfin, toi, tu y as travaillé, donc tu sauras peut-être mieux dire que moi. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses vraiment abusives de ouf dans la restauration, quoi. En fait, en vrai, dans plein de milieux. Mais c'est vrai que le milieu de la restauration, c'est un milieu qui est hyper ingrat. Pour savoir, moi, j'ai beaucoup travaillé dans la restauration. À partir de mes 18 ans, tous les étés, je faisais des grosses saisons en restauration pour gagner ma croûte, quoi. Même, j'ai bossé, jusqu'à, on va dire, mes 22-23 ans, très régulièrement en restauration, tous les étés, etc. Ça commence à dater, alors, hein. Ça commence à faire. Dans ma jeunesse. Et c'est un milieu qui est extrêmement ingrat. Moi, j'ai eu des gros problèmes dans certains restaurants de patrons qui ne voulaient pas payer, etc. Tu bosses 70 heures, t'en es payé. Dans ton contrat, c'est un contrat 35 heures. Les pourboires, c'était pas toujours ça. Mais oui, c'est un milieu qui est extrêmement ingrat. Il y a plein de choses qui, parfois, mériteraient d'aller au prud'homme, quoi. C'est vraiment un milieu qui peut très facilement tomber dans de l'exploitation des salariés, encore plus... parce qu'il y a des rangs, donc il y a runner, chef de rang, etc. Et plus tu es bas dans la hiérarchie, alors la plonge, n'en parlons même pas, c'est encore plus souvent, c'est des trucs hyper parfois exploitants et parfois très, très dégradants, quoi. Donc là, en fait, c'est une punition. C'est-à-dire clairement, dans son anecdote, la plonge, c'est une punition. On est bien d'accord, il n'y a pas de saut métier et les personnes qui font la plonge sont... C'est genre un des rôles les plus indispensables d'un restaurant, sinon c'est ça clair. tourne pas en fait. C'est clair. Ça ne tourne pas.
Et pourtant, c'est mis vraiment comme une punition, quoi. Enfin, c'est terrible, déjà, de se dire qu'au sein même d'un établissement, on va hiérarchiser déjà je sais pas, la valeur un peu des postes et on va te punir en te mettant à un certain poste. Enfin, déjà, ça montre bien à quel point, du coup, les patrons vont considérer les personnes qu'ils vont embaucher à ce poste. Enfin, bref, c'est clair. assez désolant. Et donc, effectivement, dans ton cas, t'étais là une fois par semaine à bosser, c'est normal que t'aies pas tout, que t'apprennes moins vite. Ouais, que t'apprennes moins vite, parce qu'en étant là, genre 8 heures par semaine, c'est pas pareil que d'y être 35 heures, t'apprends pas les choses au même rythme. D'autant plus que du coup, t'as plein de jours où t'y es pas, donc en fait, les choses, elles vont beaucoup moins s'imprimer rapidement, en fait. Quand tu laisses passer 5-6 jours sans travailler, forcément, quand tu reviens, tu dois encore un peu te réhabituer, reprendre tes marques, etc. C'est beaucoup plus difficile que quand tu y retournes dès le lendemain, en fait. Ouais, c'est clair. Et en plus, du coup, le comportement de la patronne, hyper toxique. Ce truc de chaud-froid, moi je trouve ça terrible dans un monde professionnel. Le fait de un jour oui, un jour non, ça crée un sentiment de danger permanent, en fait. C'est-à-dire que tu vas être en hyper-vigilance et tu vas te dire, ok, à quelle sauce je vais te manger aujourd'hui, quoi. Et c'est hyper désagréable, en fait, d'être dans un boulot où tu ne sais pas à quoi t'attendre. Ouais, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est clair. Et en fait, moi j'ai un peu de mal à comprendre, tu vois, parce que là elle dit que sa patronne a 28 ans. Et moi, j'ai 29 ans. Et en fait, je me dis juste, genre, je sais pas, genre, je suis jeune et je comprends pas qu'on puisse avoir des comportements de boomer. Tu regardes quoi, genre ? Je sais pas, j'essaie de regarder l'avenir. Je sais pas, tu sais, pour moi, c'est genre grave des comportements de boomer de se comporter comme ça avec tes salariés et tout. Genre vraiment de vieux de 50 piges qui dirigent une boîte. À 28 ans, quoi. Et je me dis, genre, à 28 piges, t'as pas envie d'avoir une équipe genre cool où tout se passe bien. Enfin, je sais pas, moi j'ai 28 ans, 29 ans et j'ai envie d'aller au boulot en m'éclatant avec mes équipes, pas en étant genre pas avec une ambiance de merde et tout, tu vois. Je sais pas, genre tu vois ce que je veux dire, genre on est une génération qui a quand même mis le travail un peu différemment, à une place un peu différente dans nos vies et tout que nos darons et nos grands-parents. Et là j'ai l'impression d'avoir un vieux mec de 50 piges qui dirige une boîte alors qu'elle a 28 ans, tu vois, genre je sais pas, genre détends-toi ton slip, tu vois. Oui, et puis je me dis, logiquement, à 28 ans, pour en être arrivée à gérer le truc, c'est qu'elle est passée bien forcément par les stades de runner, chef de rang probablement, enfin genre, elle n'est pas arrivée comme ça à gérer le magasin, à gérer le restaurant à 28 ans. Ouais, mais tu vois justement, alors je pense qu'il y a un truc, moi je prends l'exemple, tu vois, j'ai pas mal de potes qui ont fait médecine, école veto, machin et tout. Il y a un truc de reproduction des schémas de ouf parce qu'en fait, typiquement dans les trucs veto et médecin, parce que alors moi j'ai pas travaillé en restauration donc j'ai pas trop d'exemples, mais t'as ce truc de, en fait, quand t'es interne, externe, etc., tu te fais tellement traiter comme une sous-merde par tes supérieurs, par les médecins déjà en place, par les vétérinaires déjà en place, etc. T'en chies pendant 8 ans où t'es payé comme une merde, on te parle comme une merde, t'es considéré n'importe comment et tout pendant toutes ces années, qu'une fois que c'est toi qui as cette place-là, et ben en fait tu te venges, tu vois ce que je veux dire. Et alors je dis pas que c'est une bonne chose, mais je dis juste que c'est pas une bonne chose, mais je dis juste que je peux comprendre, genre tu vois, que après t'être fait marcher dessus pendant 8 ans quand c'est toi qui as enfin le pouvoir entre guillemets, qu'il y ait cette espèce de vengeance qui se fasse presque inconsciemment, tu vois, en mode ça y est, maintenant que je peux me permettre de faire, bah je fais, tu vois. Oui, en soi. Mais en fait, du coup, ça montre bien à quel point il y a un problème dans le système de base. En fait, oui, mais c'est ça. C'est à quel moment est-ce que on cautionne en fait ces relations hiérarchiques où les personnes au-dessus traitent les personnes en dessous comme des merdes, quoi. En fait, et ça, dans les relations hiérarchiques au travail, moi, c'est un truc que je ne comprends pas. J'en parlais encore hier ou je sais plus quand avec un ami. On disait, mais en fait, genre tes managers, les personnes qui sont au-dessus de toi, c'est des personnes qui sont censés te tirer vers le haut, qui sont censés t'encourager, pas t'humilier, pas te rabaisser, pas te faire sentir comme étant une merde. Au contraire, les managers, c'est censé être des leaders, en fait. Des personnes qui vont te prendre avec toi sous leurs ailes, qui vont te faire grandir, comme eux, logiquement, on les a peut-être fait grandir. Mais le problème, c'est que vu que les relations hiérarchiques, elles sont souvent basées sur une forme de domination, de contrôle, de rigidité, parfois même d'humiliation, nécessairement, ça va créer chez les personnes tellement de frustration que quand ces personnes-là vont elles-mêmes gravir les échelons, en fait, au bout d'un moment, elles vont juste décompenser et juste craquer et rejeter en fait toutes ces années de frustration et de galère sur les personnes en dessous parce que c'est les cibles faciles, quoi. Et je trouve ça hyper désolant et c'est des dynamiques mais qu'on retrouve tellement souvent au travail, quoi. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que
vraiment, moi, à titre vraiment personnel, j'ai énormément du mal avec le salariat et surtout surtout les relations de hiérarchie. Et je suis bien contente d'être à mon compte, même si ça a plein d'autres désavantages et qu'il y a plein d'autres problématiques, etc. Mais je pense que moi, c'est quelque chose que je pourrais clairement pas supporter. Et donc, pour ça, la solution, c'est l'auto-entrepreneuriat, quoi. L'auto-entrepreneuriat ou d'aller dans des entreprises qui sont respectueuses et qui Après, il y sont en à a, mais l'écoute et franchement, moi, je vous assure, toutes les histoires que j'entends chez les personnes que j'accompagne, à chaque fois, je me dis, mais c'est un délire, comme il n'y a pas une seule entreprise qui est gérée de manière saine. Et en même temps, j'ai envie de vous dire un truc. Au bout d'un moment, les entreprises, pour grandir, elles veulent quoi? De l'argent. Et plus tu veux d'argent, moins tu penses à l'humain. Moi, je suis désolée, j'en démordrai pas. Hein. Mais plus tu veux du pouvoir et de l'argent, plus ce sera au détriment de l'humain. Moi, ça, je suis assez d'accord. Après, je pense qu'il y a quand même des entreprises qui sont sympas. Genre, Ah oui, mais là, je te parle vraiment des grosses boîtes. Oui, tu vois, genre vraiment, les grosses boîtes, j'en sais rien. Oui, Total et tout. À partir du moment où tu veux faire ouf de rentabilité, effectivement, de toute façon, tu vas être obligé de prioriser l'argent avant l'humain. Oui, bien sûr. Après, il y a clairement des justes milieux qu'on peut trouver, mais je pense que comment on appelle ça, les grandes entreprises, quoi, les gros groupes, les leaders, on va dire, des marchés, etc. De toute façon, la rentabilité, c'est au détriment de l'humain. Oui, ça, c'est vraiment un truc, moi, duquel je peux pas démordre, quoi. Oui, ça, je suis d'accord. Ok. Anecdote suivante. Ouais, let's go. C'est la 4 ? Ouais. Des petits emojis, j'aime bien, c'est dynamique. Je vais essayer de vous mimer les emojis. C'est TDAH friendly. Grave. Alors, en alternance, ma patronne... J'aurais adoré que tu nous mimes toute l'anecdote. Genre, en alternance, ma patronne... Comment on mime le mot alternance, genre? Je sais pas. Genre, hop, t'es là, t'es pas là. Oh, je me suis fait mal au cou. Non mais... En alternance, ma patronne m'a dit... ouvrez les guillemets. Les guillemets. Ah, tu manges ça, entre parenthèses, des pâtes et du jambon, pas un McDo déjà, eh bien, et quand bien même. Emoji qui rigole. Fin de la parenthèse. Mais tu vas me dire les points et vérifier les tout. Attends, faut que je la refasse, c'était pas clair. Bah non. Arrête de mimer les emojis, genre okay. Juste... Ok. En alternance, ma patronne m'a dit « Ah, tu manges ça ?» Donc c'était des pâtes et du jambon. Parce que, au vu de ta corpulence, tu devrais plutôt manger une salade. Hein. Ça m'énerve déjà. Je précise, j'étais chargée de com chez un promoteur immobilier toute seule dans un bureau toute la journée avec aucun contact avec la clientèle. Super l'alternance déjà. Autre commentaire de la patronne, il va falloir raccourcir tes ongles, c'est assez vulgaire et le bruit quand tu tapes sur le clavier, ça dérange tout le monde. Mais il n'y a personne dans le bureau. Autre remarque, je remets pas mal l'éducation que tes parents t'ont... Je remets pas mal... Attends, je comprends pas. Je remets pas mal l'éducation que tes parents t'ont donnée. Ils ont dû lâcher l'affaire avec toi pour que tu aies autant de tatouages. Je remets pas mal en cause, je pense qu'il y a un mot qui manque. Ah, je remets pas en cause peut-être, non? Ouais, je remets pas en cause l'éducation que tes parents t'ont donnée. Ils ont dû lâcher l'affaire avec toi pour que tu aies autant de tatouages. Ok. Mais ça, c'est sûr, c'est une Nathalie, pour le coup, vraiment. Genre vieille, qui va te dire, tu sais, les tatouages, ça reste toute la vie. Non, sans déconner, Nathalie. Et les enfants, d'ailleurs. J'étais pas au courant. Les enfants et Nathalie, aussi, tes 4 gosses, ils vont pas être là toute ta vie. Je te jure. Autre remarque. De toute façon, toi, t'es pas faite pour travailler en entreprise. À 20 ans, avoir un style aussi affirmé, une personnalité aussi affirmée, ça fait peur aux employeurs. Tu devrais plus rentrer dans le moule. POV, j'ai une patronne toxique. J'espère que tu l'as plus. Hein. J'espère que t'es plus... Je pense que j'ai toujours. Oh là là. C'est quoi le début? Je suis en alternance? En alternance, ma patronne m'a dit. C'est que c'est probablement encore le cas. Mais... Déjà, je suis désolée pour toi que tu doives te coltiner une patronne comme ça. Et effectivement, le profil typique. Alors, franchement, si jamais tu nous écoutes, dis-nous quel âge elle a. Je serais hyper aimée qu'elle soit jeune. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, en fait, les vieux en entreprise, mais on en peut. Mais en fait, les vieux, on en peut. Mais tu sais qu'à tout moment, c'est pas forcément une vieille. Moi, je te jure, j'ai déjà des personnes qui m'ont raconté des trucs comme ça. Et à chaque fois, je leur dis, ah, c'est forcément une vieille. Et parfois, il y en a qui me disent, bah non, elle a 30 ans, genre. Non, et à chaque fois, je suis là, genre, mais comment c'est possible? Ok, bah alors, c'est pas des vieux dans les faits, mais dans leur tête, c'est sûr, c'est des yeuves. Genre, je suis sûre, là, c'est une meuf, c'est une yeuve. Bah, en tout cas, c'est une personne qui a absolument pas déconstruit l'idée que on peut être compétent et avoir des tatouages, on peut être compétent et avoir des piercings. La manière dont on dispose de notre corps n'a aucun rapport avec nos compétences. Non, on répète,
J'ai pas... je l'ai pas là. Léa, t'as pas écouté. Si, j'ai écouté, La mais manière je l'ai- dont on dispose de notre corps n'a rien à voir avec nos compétences. Exactement. Non, mais ça, c'est vraiment un truc, genre... pour moi, c'est tellement old school, tu sais. En mode genre, ah, t'as des tatouages, et du coup, tu peux pas être compétent, ou tu vas faire peur aux D'autant plus clients. qu'elle n'a pas de lien avec la clientèle, la personne qui raconte l'anecdote, en plus. et elle est dans un bureau seule. Mais même, enfin... genre, on va prendre ton Ouais. exemple. T'as Mm. des tatouages, t'es percé, t'as un style pas conventionnel, on va dire, etc. Et pourtant, ton cabinet est plein. Ouais. Parce que tu es compétente. Et que ça n'a rien à Complètement. voir. Et même, je dirais même qu'au contraire, moi je trouve que ça a un côté où, genre, justement, tu vas pouvoir aller chercher une clientèle, une patientèle, peu importe le domaine où t'es, qui justement correspond à qui tu es, Bien tu sûr. vois. Genre, tu vas attirer les gens qui ont envie de travailler avec toi. Ah bah c'est clair que j'attire pas Jean-Robert, 60 ans, cadre dans une grande entreprise, Qui va terraine. d'extrême droite. C'est clair que j'attire pas ce genre de profil, mais heureusement, parce qu'en fait c'est des genres de profils Bah, t'as pas avec envie de qui- travailler avec qui j'aurais pas du tout envie Ouais. de travailler. Et moi, ma patientèle, la moyenne d'âge, c'est genre même pas 25 ans, je pense. C'est des personnes queer, c'est des personnes qui sont plus tatouées que moi, plus percées que moi. Et pas forcément, hein, mais en tout cas des personnes qui sont tout à fait... À en l'aise. fait, pour lesquelles c'est pas un Mm. sujet, quoi. Mm. Pour lesquelles la couleur de mes cheveux, à quoi ressemblent mes ongles, mon nombre de tatouages et de piercings ne sera jamais un sujet. Ouais, heureusement, parce que sinon, toutes les semaines. Toutes les 4 semaines, pour mes ongles. Toutes les Ouais. 4 semaines. Et- Et d'ailleurs, Et j'ai 4 fois plein- par an pour j'ai tes plein, cheveux. j'ai plein de patients qui me disent ah alors ils sont comment vos ongles là en ce moment et tout, Ouais. et qui sont là en mode limite ils suivent genre et c'est trop cool quoi, et qui me font remarquer dès que je me coupe les cheveux en mode ah vous avez changé de coupe et tout, ça fait beaucoup là non vu que je change de cheveux littéralement Tous les 4 jours. tous les 4 jours, et qui sont là là par exemple pour mon nouveau tatouage il y en a plein qui m'ont dit ah mais voilà vous avez un nouveau tatouage et tout trop bien machin, enfin parce que moi aussi d'ailleurs je leur fais remarquer en mode ah mais vous avez changé de machin et tout trop cool, enfin genre on se hype ensemble quoi en fait. Ouais. Mais moi, pour moi, c'est ça. C'est vraiment old school. Et en fait, genre. C'est hyper old school, enfin genre, mais qui vraiment qui aujourd'hui, moi c'est là que je me dis en 2025, qui aujourd'hui est encore dans cette idéologie bah, que des tatouages, vraiment Nathalie, là, apparemment. Ouais. Et ouais, c'est un truc, ouais, je comprends pas. Et puis même, tu vois, à l'embauche et tout, genre, en fait, je m'en fous de ce à quoi tu ressembles. Tant que tu es compétente dans les tâches que je vais te donner à faire, je m'en tape, tu vois. Et je m'en tape aussi de ce que tu manges, tu vois, c'est pas mon problème, en fait. Genre, mange ce que tu veux, enfin, fais ce que tu veux. Mais clairement, en fait. Et puis, encore une fois, les commentaires des personnes sur l'assiette des autres, On arrête ça. on arrête. On arrête. Vraiment, en 2025, on arrête déjà. C'est fini de commenter ce que l'autre mange, de commenter le corps des autres. Vraiment. En 2025, ça suffit, en fait. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je lui mets son Ah oui. petit truc parce qu'elle fait que se lécher, là. C'est insupportable, en fait. Les commentaires sur l'assiette, les commentaires sur l'apparence, c'est le genre de comportement qui nourrissent, qui participent à l'apparition de troubles alimentaires. Ah Donc, oui, en fait, de ouf. arrêtez de faire ça. Vraiment. Ouais, c'est clair. Oui, puis en fait, genre, enfin, laisse manger les gens. Laissons les gens vivre. Si la personne a envie de manger des coquillettes en jambon, si la personne a envie de manger McDo, si la personne a envie de se faire des Ou tatouages, de pas manger. ou de pas manger, en fait, qu'est-ce que ça a à voir, qu'est-ce que ça a à faire dans le contexte du travail? C'est quoi le rapport, en fait? Qu'est-ce que ça vient devenir un argument ou Ouais, c'est clair. un élément pertinent dans le contexte du travail? Qu'est-ce que ça a à voir avec les compétences de la personne? Rien. Rien. Donc on arrête. SVP, on arrête. Envoyez ça à une personne qui a besoin d'entendre ça. Alright. On y va? Où ça? Floki, elle a cru qu'on allait partir en balade. Allez. Anecdote numéro 5. Oh, wow. Il y en a combien du coup? Il y en a 6. Ok. Let's go. Bonjour. Avec Bonjour. une petite fleur. Bonjour. J'ai travaillé pendant près d'1 an en remplacement dans une entreprise industrielle. Mon responsable sur site était un homme à peu près du même âge que moi, soigné et assertif. Ça veut dire quoi, assertif? Il n'avait pas de tif. Non, c'est genre, tu sais, complaisant, genre qui accepte, qui, Ah, ok. genre... Au fil des semaines, de petites remarques en réflexion déplacées, il a fini par dépasser ma limite. Je lui ai signifié en usant de la CNV. Communication non violente. Ah, ok. Quelque chose que je ne connais pas. Mais il n'avait visiblement pas compris. J'ai fait appel à sa responsable pour revoir le cadre. À ce moment-là, je vivais une situation personnelle déstabilisante et je ne me sentais pas capable de supporter une confrontation directe. Mon responsable a mal pris que je lui passe par-dessus la tête. 1 mois plus tard, alors que tout semblait tassé et calmé, il a attendu que tout le monde soit parti,
m'a sortie de mon espace de travail, je partais presque la dernière le vendredi soir, et m'a invitée à discuter dans une salle de réunion, puis à fermer la porte. À ce moment-là, j'ai senti que la situation devenait vraiment délicate. J'ai inspiré profondément, et le temps de parcourir les quelques mètres jusqu'à la petite salle, j'ai plongé dans toutes mes ressources, des expériences difficiles d'un passé révolu aux lectures de développement personnel, en passant par les conseils distillés sur les réseaux sociaux. J'avais lu que certaines affirmations mentales permettent de gagner en confiance lors de moments compliqués. J'ai alors pensé très fort, tu vas te retrouver seule avec moi, et je suis bien plus forte que toi. J'ai soigneusement écouté ce qu'il me disait, lui ai répondu très calmement, en le regardant sans baisser la tête. J'ai même soutenu son regard. J'ai mis fin à la conversation au bout d'un moment avec un « je crois que l'horaire de fin de journée est bien dépassé, si tu veux, on peut continuer cette conversation lundi ». Je suis restée complètement calme et respectueuse, bienveillante et claire, et j'ai su poser mes limites. C'est ma plus grande victoire sur mon tempérament évitant, anti-conflit de toute ma vie. Et c'est là que j'ai pris toute la conscience des progrès que j'avais faits. Encore aujourd'hui, je suis fière d'avoir su dire avec respect et simplicité ce que j'avais sur le cœur, sans agresser ni accuser. Je continue à progresser sur l'utilisation de la communication non violente et tout ce qui peut m'aider à grandir. Je suis pleine de gratitude pour cette rencontre enrichissante, car même dans le conflit, j'ai compris que je pouvais tirer des leçons utiles, et je souhaite sincèrement que ce monsieur puisse lui aussi progresser. Déjà, est-ce que dans le doute, on peut regarder ce que ça veut dire assertif ? Ouais. Parce que je suis pas trop sûre de l'idée que j'ai de la définition du mot. On apprend plein de choses, on fait plein de définitions dans les épisodes de podcast là. Alors, un jugement assertif, c'est un jugement qui exprime une vérité de fait. Une phrase assertive, c'est qui n'est ni une interrogative, ni une exclamative, ni une impérative. Genre juste le mec qui est là, quoi. En fait, en gros, assertif, c'est une personne qui va faire des affirmations, genre, en gros. C'est quoi une personne assertive ? Cela signifie la capacité à s'exprimer, à défendre ses droits, son opinion, sans empiéter sur ceux des autres. Ok. J'ai toujours pas trop compris ça. Enfin, genre, j'arrive pas à le visualiser dans quelqu'un, quoi. Ok. Oui, une personne qui va réussir à poser ses limites, à dire les choses, à dire sa vérité, etc., quoi. Ok. Ok, bah écoute, en vrai, c'est une situation qui a été bien gérée, du coup, au final. Alors, pas du côté du collègue, où effectivement, lui, de son côté, il va falloir qu'il retravaille sa manière de communiquer, parce que d'aller prendre quelqu'un, de l'enlever de son poste de travail, d'aller l'enfermer dans une pièce, enfin, l'enfermer, façon de parler, sans tierce personne, etc., déjà, c'est un peu creepy, et il y a vraiment ce truc de, ok, on va se mettre dans une pièce, et comme ça, je vais bien pouvoir exercer de la pression, une forme de pression, et machin. Et en même temps, bah, visiblement, t'as hyper bien géré. Effectivement, le fait d'utiliser des techniques comme la communication non violente, etc., c'est utile parce que ça permet de pouvoir exprimer ce que tu ressens sans qu'on puisse te reprocher grand-chose, parce que tu auras parlé en ton nom, tu auras été au maximum bienveillante et tu auras posé tes limites calmement. Et même si c'est pas toujours facile, parce que quand on est un peu devant le fait accompli, c'est pas toujours facile de se dire « Ah oui, alors quelles sont les techniques et les outils que je peux utiliser maintenant ?» Et pourtant, tu t'en es vachement bien sorti, tu as réussi à aller justement chercher ces ressources dans le feu de l'action. C'est hyper bien géré en vrai. Est-ce que je peux nuancer un petit peu ? Pour une fois que c'est moi qui nuance. J'ai envie de dire aussi qu'on n'est pas obligé de toujours être non-violent. Ah, on mais a clairement, le droit clairement. à la violence, surtout les personnes qui se considèrent comme femmes ou qui sont perçues comme telles. On a souvent tendance à nous dire qu'il ne faut pas qu'on crie, qu'il ne faut pas qu'on s'énerve, que machin, parce que sinon on est des hystériques et tout. Je pense que parfois la violence, elle est légitime et elle est utile. Et quoi ? Ça veut dire j'applaudis. Ah ok. Je pensais que tu me faisais un... Non, c'est un j'applaudis. Elle est légitime et elle est utile, et parfois elle est même nécessaire pour faire avancer les choses, pour faire avancer les situations, ou pour même se réparer soi-même, je pense. Et du coup, je suis pas... Enfin, ce que je veux dire, c'est que cette anecdote est très intéressante et tout, mais parfois vous avez le droit d'être violent et violente. Alors, attention... genre tapez pas les gens, tuez pas des gens et tout le tralala, mais vous avez le droit de répondre à la violence parfois par la violence, parce qu'en fait c'est légitime d'être énervé. Je l'ai dit dans l'épisode sur la misandrie, mais vous avez, en fait, quand quelqu'un est violent avec vous, vous avez le droit d'être en colère contre cette personne. Genre voilà, c'est ok. Et du coup, c'est ok. Et c'est ok. Et je rebondis du coup aussi sur la fin où cette personne nous dit je suis pleine de gratitude pour cette rencontre et je souhaite sincèrement que ce monsieur puisse lui aussi progresser. Et vous avez le droit de pas vouloir qu'il progresse. Voilà, et on a aussi le droit de pas être plein de gratitude envers cette personne et cette rencontre. Tu peux être plus... Enfin, moi je pense que j'aurais été plus pleine de gratitude envers moi-même d'avoir réussi à travailler sur moi-même que de cette rencontre, parce qu'en réalité tu vois, cette rencontre elle est pas forcément bienveillante pour toi.
même si ça t'a apporté quelque chose, mais c'est plus toi qui t'es apporté quelque chose dans cette situation que ce vieux type en fait. Clairement, ça je suis assez d'accord, c'est toi qui as réussi à traverser la situation et c'est pas lui qui t'y a aidé. C'est vraiment toi qui as réussi à te sortir de ça le mieux possible. Et effectivement, là ce que tu dis, ça me faisait penser à une vidéo de Mathilde et Loïc, militant psy sur Instagram, et où justement Mathilde parlait un peu de ce truc-là, d'avoir le droit d'être en colère et c'est ok. Et elle prenait cet exemple qui m'avait fait beaucoup rire, si tu vois quelqu'un devant toi en train de te voler ton vélo, en fait tu vas pas être comme alors excusez-moi, je vois que vous êtes en train de me voler mon vélo, est-ce que non en fait tu vas t'énerver, tu vas peut-être potentiellement insulter la personne, tu vas sortir de tes gonds, mais c'est normal en fait. Il y a plein de contextes et plein de situations dans lesquelles on n'est pas obligé en fait de se contenir et dans lesquelles c'est tout à fait compréhensible de sortir de ses gonds et d'être énervé. Alors effectivement, ça justifie pas la violence physique, ça justifie pas la violence verbale à outrance, etc. Mais effectivement, surtout encore une fois comme tu disais pour les femmes et minorités de genre, à un moment donné, on a été assez souvent bridés, et on l'est même toujours encore, pour justement à un moment donné commencer à remettre ça en question et commencer à vraiment pouvoir s'affirmer quoi. Ouais, et du coup, pour finir, ce sur quoi je voulais rebondir, donc il y a ce truc-là, et je pense que là, tu vois, cette anecdote, elle est très empreinte de développement personnel, et je pense qu'il y a un vrai sujet autour du développement personnel dont on a déjà parlé justement avec Mathilde et Loïc, où le développement personnel, il est très centré sur la personne, en mode si tu veux, tu peux, c'est à toi de choisir ta vie, blablabla. Rappelons quand même aussi qu'il y a beaucoup de problématiques systémiques que le développement personnel ne viendra jamais régler. Voilà. Et du coup, je pense que c'est des choses qui sont quand même importantes à rappeler. Parce que là, voilà, on est très empreint de développement personnel et c'est très cool de s'aider du développement personnel pour avancer, etc. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi plein de choses que vous ne pourrez pas régler avec le développement personnel et que la gratitude et que tout ça, ça ne change pas les problématiques. Ça n'efface pas les oppressions systémiques, voilà. Ça n'efface pas la violence. Et ça n'efface pas tu vois, la tentative de domination de ce mec sur cette personne. Tu vois. Complètement, je suis grave d'accord. Voilà. Eh bien, dernière anecdote, c'est parti. Ok. Alors, anecdote numéro 6. Bonjour, j'espère que vous passez un bon podcast. Ouais, très bon. Oui, nickel. Ça arrive à la fin en plus, donc nickel. Merci, c'est cool. Il y a 2 ans, lors de mon premier stage dans une société de production audiovisuelle, mes patrons sont partis en vacances. Moi, j'ai dû continuer de travailler. Ils m'ont demandé de venir chez eux 2 fois par semaine pour aller nourrir leurs grenouilles. Mais qui a des grenouilles déjà ? C'est drôle. J'ai accepté sur le coup parce qu'il n'avait personne d'autre pour le faire et j'allais pas laisser un animal innocent mourir de faim. Et c'était sur mon temps de travail, mais je me suis rendu compte après à quel point c'était une dinguerie. J'ai démissionné 1 mois plus tard parce que c'est pas la seule chose abusée qu'ils m'ont faite. J'ai d'autres anecdotes, si vous voulez, mais elles sont moins croustillantes, mais encore plus abusées. Je vous souhaite une bonne journée et un bon podcast. Oh, je suis mitigée, tu vois. Ah ouais ? Toi, tu trouves que c'est un truc de ouf de demander à cette personne d'aller nourrir la grenouille ? Bah là, c'est clairement un truc personnel, en fait. Ouais, mais genre, si c'est sur tes heures de travail et que t'es payé pour ça et tout, genre, c'est pas... C'est un stage, donc déjà, ça veut pas dire qu'il est forcément payé, déjà. Moi, regarde, on laisse bien Floki à Emma. Oui, mais je pense pas que le lien qu'il y avait entre eux était le même que le lien que tu as avec Emma, tu vois. En vrai. Oui, mais en fait, alors, moi, je suis un peu mitigée parce que, je trouve que si ça a été demandé et que cette personne, elle a dit qu'elle était OK pour aller nourrir cet animal pendant son temps de travail, donc c'est pas comme si ses patrons lui avaient demandé de venir en dehors des heures de travail et tout, tu vois, que ça a été quelque chose qui a été accepté par la personne sans contrainte. Après là, c'est pas indiqué, tu vois, genre sans pression, etc. Genre juste si les patrons lui ont dit ouais, est-ce que tu peux aller nourrir notre grenouille et que la personne elle a dit bah oui, pas de souci. Ouais, mais après comme il disait, il y avait pas réfléchi, il a dit oui un peu machinalement et il dit parce que ils avaient personne d'autre. Donc il y a aussi un truc où tu sais pas si les patrons étaient là en mode ouais on a vraiment personne et nanana, et en fait forcément quand tu fonctionnes c'est pour ça que je disais si on ne sait pas trop s'il y a eu culpabilisation et tout, mais tu vois, enfin moi je veux dire on laisse Floki à une de mes salariées à chaque fois qu'on va en vacances, tu vois, enfin j'ai pas la sensation, pour moi c'est pas quelque chose qui est abusé, tu vois. En fait ça dépend du contexte. Ça dépend de la relation entre les personnes, ça dépend de comment c'est fait, ça dépend du niveau de contrainte, ça dépend du temps, enfin de potentiellement des mécanismes
de culpabilisation, un peu de coercition, quoi. Ça dépend de plein de facteurs. Et là, dans le contexte, je me dis que si la personne pense que c'est une dinguerie, c'est qu'il y avait un contexte où c'était une dinguerie parce qu'il y avait d'autres comportements qui étaient potentiellement aussi un peu abusifs et un peu genre à dépasser des limites qui n'auraient pas dû être dépassées. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, je suis un peu mitigée parce qu'on n'a pas tout le contexte et que du coup, genre... Mais si la personne dit, c'est pas la seule chose abusée qu'ils m'ont faite. Donc ça veut dire qu'il y a tout un contexte où, visiblement, c'était pas ouf, quoi. Et puis, nourrir leur grenouille. Ouais, mais la grenouille, elle a le droit d'être nourrie pendant les vacances. Ah non, mais bien sûr. Mais du coup, moi, la question que je me pose, c'est ça veut dire que ces gens-là comptent sur ne peuvent compter que sur un stagiaire qui travaille pour eux. Genre, ils ont... franchement, là, bébé, t'abuses parce que nous, on peut compter que sur Emma pour garder Floki, par exemple, tu vois. Quand on part vraiment longtemps et tout. Ah non, je suis pas d'accord. Dans le sens où je me dis, ça veut dire que ils ont... en fait, garder un chien, c'est pas pareil que nourrir une grenouille. Vraiment. En termes d'investissement et de machin, nourrir une grenouille, c'est pas du tout la même contrainte que de garder un chien. Oui. Et genre, je me dis, ça repose sur un stagiaire dans une entreprise. Moi, je me dis, ils avaient pas une autre personne à qui demander avant, tu vois. C'est plutôt ça que je questionne, en fait. Ouais, je comprends. Moi, en fait, ce que je veux dire, c'est que en tant que tel, l'acte de demander à ton salarié, ou ton stagiaire, ou ton alternant de garder ton animal ou d'aller nourrir ton animal pendant ton absence, s'il n'y a pas de contrainte qui a été posée, si c'est pas sous le coup de la culpabilisation et que la personne en face, elle est OK, moi, je trouve que c'est pas un truc de ouf. Tu vois, parce qu'en fait on est juste des humains, encore une fois, au travail ça peut très bien se passer avec tes collègues et tu peux très bien t'entendre avec les gens avec qui tu travailles et considérer que ces gens-là peuvent faire partie des gens sur qui compter pour tes animaux ou pour tes enfants ou pour ce genre de choses, tu vois. Pour moi c'est des choses qui peuvent être là. Après effectivement dans le contexte ça a l'air d'être pas la seule chose chelou qui a été demandée, ou en tout cas pas forcément de la bonne manière, etc. Mais voilà, je pars du principe que tu peux faire garder ton animal par ton collègue ou par ton salarié, tu vois. Genre, moi, c'est pas quelque chose qui me dérangerait, tu vois. Ouais, je peux comprendre. Moi, je pense que ça dépend grave du contexte. Après, ce qui peut être un petit peu plus gênant, c'est que là, la personne est dû aller chez ces personnes-là. Donc, il y a ce truc de venir dans l'intimité aussi de tes patrons. Et là, ça peut être un peu plus gênant. J'en parlais d'ailleurs avec les filles au bureau cette semaine, est-ce qu'elles seraient gênées d'aller travailler chez leur patron, tu vois. Genre par exemple les gens qui ont leur bureau chez eux, tu vois. Où t'as ce truc de faire venir tes salariés chez toi tous les jours avec l'intimité, enfin tu fais rentrer tes salariés dans ton déjà intimité. si ton appartement c'est un local uniquement d'habitation, c'est pas légal. Oui, c'est pas légal, mais tu peux avoir une double fonction. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire. Et en fait c'est une discussion qu'on a eue, et ça par exemple je sais que les filles, moi elles m'ont dit moi ça me mettrait pas hyper à l'aise d'être tous les jours dans ton intimité, machin, etc. Et ça moi par exemple je sais que pareil je serais pas hyper à l'aise qu'elles soient dans mon intimité tous les jours, et je serais pas hyper à l'aise d'être dans leur intimité tous les jours non plus, tu vois. Donc ça je peux comprendre, tu vois, que le truc un peu gênant, tu te retrouves, tu vas chez tes patrons, ils sont pas là, tu rentres chez eux et tout, que ce soit un peu gênant, ça je l'entends de ouf, tu vois. Ouais, je suis d'accord, je pense que ça dépend vraiment du contexte. Et là visiblement le contexte était pas ouf. Était pas ouf, et donc ça clairement ça renforce ce truc qu'on peut se dire oui, dans ce cas-là c'est clairement abusé, quoi. Ouais. En tout cas j'espère que les grenouilles étaient sympas. Et j'espère que les grenouilles vont bien quand même. Et que tu les as pas graillées. en tant que bon français. La personne qui a pas compris. Ah, c'était pas moi qui devais manger les grenouilles, je devais leur donner à manger. Ah merde. Comme quoi, hein. Là ça tient un petit mot, une petite tournure de phrase. En vrai, peut-être t'aurais dû les prendre Non, les pauvres grenouilles. J'allais dire t'aurais dû les prendre et les manger pour te venger, mais les pauvres grenouilles, non, elles ont rien fait les grenouilles, ça va pas quoi. Je me suis retenue, tu vois. En plus, c'est pas hyper bon la grenouille. C'est très bon les grenouilles. Ah ouais, moi j'aime pas. T'en as mangé déjà? Bien sûr. Ah ouais? Bien sûr. En Bresse, là-bas, les cuisses de grenouille, c'est... Ah ouais, c'est... Moi, je trouve ça... J'ai mangé une fois, je trouve ça dégueulasse. Déjà, ça fait comme ça, là, tu peux faire boing, boing avec les pattes. C'est vraiment très bon. Moi, j'ai trouvé ça dégueulasse. En fait, en vrai, ce qui est bon, c'est la persillade. Souvent, c'est en persillade. En vrai, ce qui est bon, c'est la sauce, la plupart du temps. Mais... Ouais, comme les escargots, quoi. Les escargots tout seuls, c'est un peu dégueu, mais avec la persillade, c'est delicioso. Delicioso. Ouais. Ok, on est arrivé à la fin de cet épisode. Écoutez, il nous reste un épisode de cette saison. Ouais. Donc on se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Ce dernier épisode. Pour les anecdotes, du coup, sexo. Et du coup, si. Ça sert à rien que je dise qu'ils aillent sur le lien, parce qu'on aura déjà enregistré d'ici là. Donc n'allez pas sur le lien. Non. Par contre, on a trop hâte de vous retrouver encore pour cet épisode. Ouais. Ah, j'espère que ça va être croustillant. Ah, ça va être croustillant. Ouais, je pense que ça va croustiller sous la dent, là. Ouais. C'est sûr. Donc voilà, on se retrouve dans 2 semaines pour ce prochain épisode. Ouais. En attendant, prenez soin de vous. Et merci encore pour les anecdotes. Franchement, on a kiffé. Ouais. Et on vous dit à très vite pour la suite. Bye. Bye.